Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, était au Maroc la semaine dernière pour une nouvelle tournée dans la région. Il s'agit de sa seconde visite en Afrique du Nord, après celle de janvier 2022, qui faisait elle-même suite à sa désignation en octobre 2021 pour succéder à Horst Köhler. Pour rappel, à la fin de ce même octobre 2021, le Conseil de sécurité de l'ONU avait voté à l'unanimité, moins 2 abstentions, la résolution 2602, texte dans lequel le format table ronde avait été fortement recommandé pour faire avancer la solution politique à la question du Sahara marocain. Monsieur de Mistura devait en principe se rendre également dans les 2 autres capitales parties du conflit, Alger et Nouakchott, en plus d'une visite dans les camps de Tindouf. Mais l'Algérie, rappelons-le, avait signifié son refus catégorique du format table ronde et avait décidé de se retirer du processus dans une décision représentant un grand défi à la communauté internationale. Que s'est-il passé et que se passera-t-il dans les prochaines semaines et prochains mois? Nous saurons réponse avec nos invités. Puis, en seconde partie, nous irons en Afrique de l'Ouest, où plusieurs événements sont intervenus, de la levée des sanctions prononcées par la CEDEAO contre le Mali après le double coup d'État du colonel Assimi Goïta, à cette brusque tension entre Bamako et Abidjan après l'interpellation d'une 50aine de militaires ivoiriens au Mali. Nous analyserons donc ces 2 thèmes avec nos invités. Ali Harichi, bonjour. Bonjour, vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis. Merci d'être avec nous. Hassan Saoud, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité et merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Donc, notre premier axe de débat, la visite de Staffan de Mistura en Afrique du Nord. Il est vrai que le monde a les yeux aujourd'hui tournés vers l'Ukraine et les pensées qui sont figées sur les risques d'insécurité alimentaire et énergétique. Mais pour autant, le droit national suit son cours, l'ONU suit son cours malgré les différentes dissensions qu'il peut y avoir. Alors, une question groupée pour planter le décor. Comme d'habitude, je commence par vous, Ali Harichi, un rappel des principaux points contenus dans la fameuse résolution 2602. La résolution 2602 est une résolution qui a consacré la solution politique proposée par le Maroc, qui la considère comme une solution réaliste, pragmatique et qui va dans le sens de la résolution de ce différend. Pour les principaux points qu'on peut noter, il y a aussi les droits de l'homme, parce que cette résolution parle des droits de l'homme qui sont respectés, que ce soit au niveau des provinces sud, que ce soit au niveau de l'Ayoun et de Dakhla, et contrairement à ce qui se passe de l'autre côté. La troisième chose que nous pouvons noter, surtout, les tables rondes. Donc, elle appelle à des tables rondes avec les principaux concernés, c'est-à-dire notre voisin d'abord, l'Algérie, et puis la Mauritanie, le Maroc, et puis bien sûr le Polisario. Donc cette résolution parle des tables rondes, de la tenue des tables rondes, comme cela a été fait donc en 2019, mais de l'autre côté, on fait l'oreille sourde et ils ne veulent pas participer à la table ronde en disant, c'est-à-dire je parle d'Algérie, qui prétend qu'il ne fait pas partie de ce différend, de ce conflit, alors que c'est elle qui est le principal instigateur avec dans le temps à la Libye de ce différend et de ce conflit. Ce que dit tout le temps notre ministre des Affaires étrangères, c'est elle qui abrite, qui finance, qui couvre, qui porte, qui arme, etc. les gens du Polisario. Hassan Saoud. Oui, dans cette résolution, il a d'abord été fait mention, comme l'a dit c'est Ali, des tables rondes précédentes. Il y a eu 2018, 2019, dans le format quadripartite. Il faut le souligner. Il a fait référence aussi à la violation du cessez-le-feu. C'est écrit dans la résolution 26, avec toute l'inquiétude sur le cessez-le-feu qui a été violé. Il a aussi pris en compte la proposition marocaine comme une base de dialogue. Il a parlé de très important, du recensement des réfugiés. Nous sommes dans l'espace, le seul espace au monde où les réfugiés ne sont pas recensés. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que Antonio Guterres est l'ancien haut-commissaire aux réfugiés, donc il connaît bien la problématique. Il connaît, et il sait que cette façon de cacher des statistiques, il y a comme arrière-pensée tous les trafics qu'on connaît et dont on va parler peut-être tout à l'heure. Il a évidemment félicité toute l'interaction du CNDH régional avec tous les mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, il invite aux tables rondes. Et puis,
on est en train d'assister à la tournée du représentant personnel. C'est l'objet de l'émission. Pour cette mission-là. Bon, la résolution 2602 apporte beaucoup de clarifications et relève l'ambiguïté de l'autre côté. On n'est pas partie prenante et on soutient en armes et même on défend même diplomatiquement. Donc c'est une position qui n'est pas tenable sur la durée. On a vu ça dans la réaction avec l'Espagne, on en parlera tout à l'heure. Absolument. Juste une petite précision pour la question des droits de l'homme. Ça remonte à peu près 2014 ou 2015, où régulièrement, à chaque résolution, il y a le Conseil qui se félicite du travail du CNDH concernant les droits de l'homme à Lyon et à Dakhla. Donc ça remonte, ce n'est pas en 2021, mais en 2020, en 2019, en 2018, et 2-3 ans. Et c'est une réponse justement aux allégations des adversaires de notre intégrité territoriale. Tout à fait. Alors, Ali El-Harichi, Stéphane de Mistura a été donc l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour la question du Sahara, devait faire une tournée. Ça a été annoncé par Stéphane Dujarric la veille donc ou l'avant-veille de son arrivée dans la région. Où il disait que l'envoyé personnel visitera l'ensemble des acteurs du processus. Mais la visite a été plutôt discrète, a été plutôt rapide. Il s'est passé quoi dans cette visite? On le sait, il a rencontré Nasser Bourita à Rabat, et après, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Nasser Bourita? Qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, cette visite, comme elle a été annoncée, c'est-à-dire pour l'ensemble des acteurs concernés. Donc la visite s'est passée au Maroc. Les autres acteurs n'ont pas eu la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. On peut analyser selon les données que nous avons et puis selon la lecture que nous pouvons faire d'une visite seulement au Maroc. Ça veut dire que le Maroc aujourd'hui est le pays ou l'État, si vous voulez, qui instigue le plus de confiance au niveau des Nations Unies dans ce conflit-là. C'est-à-dire c'est l'État qui vraiment non pas donne de la confiance, mais que c'est un État stable qui assure la sécurité et qui veut arriver à une solution politique. Les autres, c'est-à-dire je parle surtout de l'Algérie, c'est un État qui refuse une solution. Il refuse les tables rondes. Il prétend qu'il ne fait pas partie de ce conflit, alors que c'est lui le conflit en fait. C'est très important. Le conflit, c'est l'Algérie, ce n'est pas le Polisario. C'est une création. C'est une création qui est arrivée avec la guerre froide, il y avait d'autres enjeux, mais aujourd'hui, on voit que l'Algérie, pour des raisons internes, elle exporte ses problématiques au niveau de la région. Mais la visite de de Mistura seulement au Maroc, ça témoigne que le Maroc est l'acteur le plus fiable dans cette région. Pourquoi il n'est pas parti à l'Algérie et aux autres pays? Je n'ai pas de réponse. Mais ce qu'on peut lire, c'est que l'Algérie n'inspire pas confiance. Et ne veut pas, certainement, il y a eu des échanges avec les responsables algériens qui ont peut-être refusé que sa visite... Oui, mais excusez-moi, je vous coupe un instant, Ali El-Harichi. Les mots ont un sens, surtout en diplomatie, vous le savez mieux que moi. Quand Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, dit que M. Stéphane de Mistura se rendra dans la région pour visiter l'ensemble des acteurs concernés, ça veut dire qu'il va visiter les 4 parties au conflit. Après, une autre déclaration du même Stéphane Dujarric pour les provinces du Sud, en disant, donc, c'est Stéphane Dujarric qui parle de Stéphane de Mistura, il devait se rendre dans les provinces du Sud, mais il a décidé de reporter sa visite à plus tard. Les mots ont un sens. Est-ce qu'on peut considérer que les Algériens ont refusé puisqu'ils étaient concernés? Oui, c'est certainement. Il y a eu des échanges avant. Bon, mais il n'y a pas eu de déclaration. Mais le fait de ne pas se déplacer vers l'Algérie, ça veut dire qu'il y a un refus, un niet algérien. L'Algérie a certainement refusé parce que certainement il y a eu des échanges et ils ont refusé. Et là, on voit c'est-à-dire que l'Algérie ne veut pas avoir de solution. Ils ont refusé les tables rondes. Maintenant, ils refusent même la visite, alors que l'ancienne visite qui s'est passée, je pense, au mois de janvier... Ils refusent de se considérer comme parti, alors qu'ils rompent les relations avec les Espagnols, alors qu'ils coupent le gaz au Maroc... Voilà, surtout avec ce qui s'est passé, avec l'évolution, c'est-à-dire en faveur de la position marocaine, en faveur du Maroc. Maintenant, on sait plus de quoi ils sont capables. Mais eux, ils refusent toute solution. Et ils préfèrent que les choses restent comme ça parce qu'ils ont peut-être d'autres intérêts,
comme j'ai dit tout à l'heure, des problèmes internes, et il y a d'autres enjeux géopolitiques qui se passent aujourd'hui, c'est-à-dire dans la région, que ce soit au niveau du Sahel, c'est le voisin immédiat. On en parlera tout à l'heure en l'Algérie deuxième partie, justement. Vous savez, si c'était pas triste, ce serait à rire pour le fun. Vous avez dit de quoi il serait capable. Charcuter la carte du Maroc à l'ouverture de jeux officiels méditerranéens ou changer le nom du pays. Voilà, vous avez une partie de la réponse à votre question. Et même l'hymne national, quand même, le respect national, donc la fin de l'hymne national. On a tous vu ça. Bon, heureusement que le Maroc a le sens de l'humour et que le public marocain sur les réseaux... Voilà, on ne peut pas dire les choses autrement. Alors Hassan Saoud, reprenons un peu de sérieux. Donc le Maroc a bien montré sa manière de voir les choses, a bien montré qu'il s'inscrit dans la légalité internationale en proposant son offre d'autonomie, en acceptant qu'il veut venir marhaba, en acceptant. De l'autre côté, les Algériens continuent sur leur déclaration martiale, eux et leurs créatures du Polisario. Or, cette visite de l'envoyé personnel du secrétaire général devait être un prélude au fameux rapport du secrétaire général qui doit présenter au Conseil de sécurité en septembre, un mois avant le vote de la résolution qui suivra celle de la 2602. Avec ce dernier développement qu'il y a eu, c'est-à-dire ce refus des Algériens de recevoir M. de Mistura, comment voyez-vous ce rapport et surtout à l'aune de tout ce qui s'est passé cette année? Il s'est passé beaucoup de choses sur cette année, aussi bien au niveau du Sahara qu'au niveau mondial. De toute façon, le refus de l'Algérie est clair. Vous savez, quand vous engrangez des succès diplomatiques et que de l'autre côté, on est enfermé dans une position qui existe depuis près d'un demi-siècle, les positions ne sont pas dans un confort. Le Maroc est ouvert. Vous savez, on aimerait bien, et je pense que c'est un report, parce que même le porte-parole du représentant personnel a tordu le cou à des informations de l'autre côté qui parlaient de problèmes à cause desquels il n'est pas parti au Sahara. Or, lui, il était clair, il a dit, c'est lui qui détient le chronographe, il s'agit d'un report, mais il va visiter. Nous souhaiterons qu'il le fasse, parce qu'il faut qu'il compare. Il a déjà vu les camps, il a déjà vu la misère, la séquestration, il a même vu des soldats, des enfants soldats avec des mitraillettes. Est-ce que ça, ce n'est pas quand même quelque chose qui est négatif pour les adversaires de l'intégrité territoriale? Mais le Maroc est dans sa position. Je pense qu'il y a une feuille de route claire. Le Maroc a posé la proposition de l'autonomie, il a mis les instruments administratifs, législatifs, judiciaires, une déclinaison parfaite, un gouvernement autonome élu, une assemblée, un tribunal supérieur. Ce n'est pas de la parole. Il y a une plateforme sur laquelle on peut travailler. Mais le Maroc, il a son agenda. Vous savez, dans nos provinces sahariennes, Sa Majesté le Roi a tracé, on a eu la marche verte et on a eu la marche du développement de nos provinces sahariennes. Un plan spécial pour plan de développement des provinces sud. Plan de développement des zones sud et qui marche sur 4 piliers, si vous me permettez d'expliquer. Oui, allez-y. On fait de la défense parce que c'est notre intégrité qu'on défend. Notre armée est sur place, nos services de sécurité, les autorités, chacun, on est là pour défendre, pour assurer le hard. On fait du développement. On a parlé sur ce plateau de plus de 8 milliards de dirhams pour des projets structurants de développement, avec un impact sur le développement social et le développement humain. Alors, juste petite précision, les 8 milliards dont vous parlez figuraient dans le discours royal de 2015, donc 40 ans après la Marche verte. Et c'était 8 milliards de dollars qui avaient été annoncés et nous sommes aujourd'hui en 2022 et c'est à peu près 80-85% qui ont été débloqués, engagés, réalisés. Absolument. Un développement humain qui n'a rien à envier aux régions intérieures. Et nous avons évidemment la démocratie locale, représentation de nos provinces du Sud dans les deux piliers du Parlement. Et nous avons le dernier D, c'est une bonne diplomatie qui a engrangé des succès énormes. On en veut pour preuve tous les consulats de pays amis africains et autres qui sont à Laayoune et à Dakhla. Et donc, il y a une feuille de route. On doit la poursuivre, on continue.
en dehors de l'agenda onusien, qu'ils sont libres de programmer, ils sont les bienvenus chez nous. Moi, je souhaite qu'ils comparent. Et ils auront la comparaison et qu'ils verront comment des citoyens de nos provinces du Sud vivent dans la liberté d'entreprendre, dans la liberté d'association, dans la société civile, dans les partis politiques, dans la gestion locale des intérêts des populations, ils verront que le Maroc, c'est du sérieux. Mais c'est une caravane qui passe. Il faut continuer comme ça. Maintenant, ce succès-là, à mon humble avis, il faut continuer à le faire par tous les leviers, qu'ils soient partisans ou qu'ils soient parlementaires, parce que l'État fait son travail. Et je pense qu'on est sur la bonne voie, quel que soit... C'est intéressant, les 4D. C'est défense, diplomatie, développement, démocratie et diplomatie. Voilà les 4 piliers sous l'impulsion royale qui ont été et qui continuent à être déployés sur nos territoires du Sud. Dans les 4D, il y a diplomatie. Al-Harichi, la donne diplomatique donc a changé. Depuis le dernier vote, c'est le moins qu'on puisse dire. Évolution spectaculaire des Allemands, évolution encore plus spectaculaire des Espagnols, et puis le contexte géopolitique mondial avec la guerre de l'Ukraine a changé. Et donc, il y aura une réunion consacrée à l'affaire du Sahara dans à peu près, on va dire, 3 mois. Est-ce que vous pensez que l'ONU, avec ce qui est en train de se passer, pourrait infléchir sa position ou regarder cette question-là à travers un nouveau prisme? Déjà les résolutions qui sont sorties, que ce soit la 26-02, la 54-28 et les autres, sont tous en faveur, ou toutes en faveur du Maroc, en faveur de la position marocaine, même au moment où certains États, le cas où on était en tension avec l'Allemagne, où on n'était pas en bonne entente avec l'Espagne, même avec cela, la position de l'ONU, elle est c'est-à-dire en faveur de la position marocaine ou de la politique qui est faite par le Maroc. Et je remercie mon ami Hassan qui a parlé de ces 4D, qui effectivement, ces 4 leviers très importants. Donc revenons à la position de l'ONU. Maintenant, le Maroc, c'est-à-dire les États européens, de grands États européens, l'Allemagne, qui prend la position du Maroc, clairement, et puis l'Espagne. L'Espagne, ce n'est pas... L'Espagne a utilisé un superlatif en plus. Ce n'est pas la proposition crédible et sérieuse, c'est la plus crédible. C'est la plus crédible. Et tout est dans le détail. Et l'Espagne, elle a accordé son violon avec la position marocaine. Parce que l'Espagne, à un certain moment, elle était contre le Maroc. Elle était vraiment contre le Maroc, il était plus de l'autre côté. Aujourd'hui, cette position, c'est-à-dire avec ce qui se passe dans le monde, parce que quand on parle de la crise ukrainienne, ça touche, l'impact il est sur le monde entier, que ce soit par rapport aux problèmes géoéconomiques, le géogazier, géopolitique. Et on a vu l'attitude de l'État voisin, c'est-à-dire de l'État de l'Est, de l'Algérie, avec le cas du gaz. On voit du gaz déjà il avait fait la rupture avec le Maroc, parce qu'il croyait qu'il allait sanctionner le Maroc avec ce gazoduc, donc avec le gaz qui passait. Mais non, pas du tout. Le Maroc avait d'autres alternatives. Mais avec la crise ukrainienne, on a vu sa relation même avec l'Espagne, parce que l'Algérie était le premier fournisseur. Mais ce que ne comprend pas ce régime algérien, c'est qu'ils n'ont pas le monopole de la production du gaz dans le monde. Donc les Espagnols étaient plus intelligents, ils ont travaillé et ils ont cherché d'autres alternatives. Maintenant, ce sont les États-Unis qui deviennent le premier pays, c'est-à-dire exportateur de gaz pour l'Espagne. Donc, et on voit avec la crise ukrainienne le problème du gaz, parce que le problème du gaz, il touche les Européens, tous les États européens, pas seulement l'Espagne ou la France ou l'Allemagne, qui prenaient du gaz, surtout de la Russie, et puis de ceux qui prenaient de l'Algérie. Donc, l'ONU va continuer sur la voie de consacrer l'approche la plus honnête, la plus sérieuse, et puis qui répond à la légalité internationale. Le Maroc part d'un principe. En droit international, il y a les conventions, les traités, la légalité historique, mais il y a aussi le principe de bonne foi. Le Maroc montre ce principe de bonne foi. Contrairement aux autres, on voit effectivement qu'il n'y a pas de bonne foi, parce que le principe de bonne foi peut être considéré comme un gage au niveau des relations internationales ou du droit international. Et le Maroc, il montre ce principe de bonne foi. Il est ouvert, et il veut avoir
arriver à une solution. Les 4D, donc, que Si Hassan on a parlé, montrent que vraiment le Maroc a intégré, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est-à-dire il y a un seul Maroc. Bon, contrairement aux autres qui ne veulent pas de solution. Parce qu'une solution, ils vont perdre beaucoup. Ils vont perdre beaucoup, que ce soit dans les échanges, parce qu'il n'y a pas que cette région-là où il y a le conflit. Il faut prendre... On est leur meilleur ennemi, sachant qu'ils en ont d'autres un peu plus au sud ou à l'est. Alors, il reste aussi une question que je voulais vous poser, Hassan Saoud, dans votre qualité d'expert en questions de défense et de sécurité. La question sécuritaire est de plus en plus préoccupante. Il y a la guerre en Ukraine, d'accord, mais il y a aussi la question de sécurité antiterroriste et la sécurité aussi et toute la politique anti-migratoire. Il y a eu dernièrement, c'est-à-dire il y a à peu près 2 mois, une conférence internationale anti-Daesh, donc avec pratiquement la moitié des pays figurant à l'ONU, tous les ministres des Affaires étrangères, Anthony Blinken s'était excusé pour cause de Covid, c'était important, et le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, avait énuméré un certain nombre de chiffres sur la catastrophe terroriste au Sahel. Mais il y a aussi la question migratoire. Et la question migratoire, on voit un peu ce qui s'est passé dans cet assaut un peu particulier à Nador, au nord du Maroc, à Amlilia. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça entrera en ligne de compte dans le rapport que fera le secrétaire général au Conseil de sécurité et dans la position que prendra le Conseil de sécurité? Tout à fait. La réunion que vous évoquez était une réussite à tous les niveaux. Réussite en termes de participation, réussite en tant que thématique déployée. Donc l'Afrique a eu la part du lion grâce au Maroc. Et où on va s'occuper maintenant de l'Afrique parce qu'elle est devenue l'épicentre du terrorisme, malheureusement. Déplacement vers la zone sahélo-saharienne. On a eu toute cette mutation du terrorisme parce qu'il y a des zones grises, il y a une faillite, il faut le dire. Mais la migration, évidemment, pour parler du voisin, il faut le dire, on l'a dit sur ce plateau plusieurs fois. La marque de fabrique de notre voisin, c'est l'exportation des crises. Ce que vit le Sahel maintenant, c'est 2008-2009, au moment où, avec le revenant médien qui a poussé les terroristes algériens chez le pays voisin pour l'élargissement d'une assiette géographique à laquelle ils n'y pensaient même pas. Et nous voilà dans une métastase qui continue jusqu'à l'Atlantique Sud, malheureusement. On a eu maintenant 5 ou 6 pays qui ont été infectés par cette nébuleuse. Mais la migration clandestine reste un enjeu marocain au regard de ce qu'on dépense sur l'argent des contribuables, la moitié d'1 milliard et quelques, et puis avec la politique humaniste d'intégration, d'assimilation et de bon traitement qu'on a envers 51 000 régularisés. 50 000, c'est pas rien. Qui dit mieux? À côté, on les brûle dans les frontières avec le Mali. Mais on constate qu'après tout ça, voilà un pays voisin, parce que la lutte contre la migration clandestine, c'est une responsabilité nationale, oui, mais quand on est frontalier, ça devient une responsabilité commune, collective. Voilà, tout à fait. Et moi, ce que j'aurais souhaité, c'est une réflexion sur la migration à un niveau maghrébin. C'est un chantier éminemment maghrébin. Mais vous regardez, quand vous avez de la porosité des frontières volontairement faite par de laxisme des autorités et dont profite l'armée, en termes d'organisation et tout ce qui est pillage des migrants, et on a vu les déclarations des uns et des autres, et l'enquête va déterminer beaucoup d'autres choses qui sont cachées. C'est organisé, et on a essayé l'arme diplomatique qui n'a pas marché, le gaz qui n'a pas marché, les fake news qui n'ont pas marché. On essaye l'arme de la migration. C'est un échec total, et ça a permis quand même de mettre en évidence la responsabilité des uns et des autres. Parce que quand on voit cette organisation qui a été faite, comment à la organisation structurée, groupe, sous-groupe, armes. Absolument. C'est un encadrement militaire, et certaines déclarations parlent d'un encadrement par des officiers
militaire en Algérie, et puis des moyens, des SERP, qui sont des armes par destination. Alors justement, sur ce point-là, c'est intéressant parce que on est en train de parler d'un processus global dans la région, au niveau de la sécurité et au niveau de la migration. Là, vous parlez des armes qu'avaient les migrants qui sont d'un genre un peu particulier parce qu'ils étaient armés et structurés. Je sentais que vous vouliez y aller, mais le temps file. C'est la fin de la première partie. On se retrouve dans quelques secondes pour continuer la discussion avec Hassan Saoud sur ce point-là. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du débrief. Nous parlions en première partie de la visite de Stéphane de Mistura en Afrique du Nord, ce qui s'est passé, ce qui risque de se passer, les différentes conséquences, les différents prolongements que peut avoir cette visite. Et puis, en deuxième partie, c'est-à-dire dans quelques minutes, nous allons passer donc à la zone Sahel avec ce conflit qu'il y a entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Hassan Saoud et Ali El-Harichi. Hassan Saoud, juste avant la pause, j'étais obligé de vous interrompre au moment où vous étiez lancé sur un raisonnement sur l'assaut qui avait été donné sur Mlilia, sur cette question de migration, et vous parlez de la gestion du phénomène migratoire qui devrait être une gestion collective, théoriquement. Ce n'est pas le cas. Je suis encore désolé de dire que ça aurait été un champ maghrébin par excellence. Donc voilà une migration qui était auparavant, qui partait de Libye et de Tunisie. Un Tchadien, un Soudanais, je ne sais pas ce qu'il... On n'a pas besoin de géographie pour le tracer. Mais là, ça a été volontairement détourné pour qu'on vienne ici, parce qu'on considère que c'est une arme qui permet de faire d'une pierre deux coups. Un coup pour le Maroc et un coup pour l'Espagne. Là, d'après tout ce qu'on a vu, la réaction des Européens d'Espagne, il paraît que, enfin, c'est raté. Mais il faut que ce pays-là devienne un peu mûr. On peut, 62 ans d'âge, c'est pas, mais on peut mûrir. 60, mais on peut mûrir quand même. Il ne faut pas se comparer. Le déficit historique, le déficit civilisationnel, tout ça, ça peut, à la longue, ça peut. Mais il ne faut pas aller plus vite que pas la ce musique. Qu'est l'avenir, surtout. Et c'est dommage, car on aurait pu faire beaucoup de choses en même temps. Et ce problème migratoire et la lutte antiterroriste doit être un chantier commun maghrébin. Alors, j'ai une petite précision. Oui. D'abord, je rejoins ce qu'a dit Hassan. Effectivement, d'abord, le Maroc était un pays de transit. Aujourd'hui, c'est devenu un pays d'accueil. Il faut dire que sous la direction c'est-à-dire de Sa Majesté, la clairvoyance, le Maroc, en 2013, il a instauré la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile. C'est une stratégie vous avez parlé de 51 000 régulations d'immigrés qui étaient au Maroc. Et cette stratégie, elle avait 4 objectifs, c'est-à-dire la régulation, mettre un cadre institutionnel, l'intégration de nos frères donc africains subsahariens qui ont choisi le Maroc comme terre d'accueil, et aussi, bien sûr, en 4e point, mettre toute la logistique, si vous voulez, ou le cadre réglementaire et institutionnel. Et les objectifs, c'est la santé, c'est-à-dire l'article 30 de la Constitution marocaine, elle est très claire. Ça s'applique à tout le monde. À tout le monde, comme aux étrangers, comme aux citoyens droit et aux citoyens marocains. Droit à l'éducation des enfants, droit. Tout à fait. Maintenant, quand on voit il a bien rappelé, c'est Hassan, ces gens qui viennent de l'Est, parce qu'il y a 2 voies de migration en Afrique. Ils sont en général verticales. Non, les 2 voies qui sont dans ce sens-là, voilà. Celle de la Méditerranée et de l'Atlantique, donc celle du Maroc, et celle, ce qu'on appelle orientale, celle de la Libye, après c'est-à-dire la fin du régime libyen, et cette voie c'est elle qui prenait beaucoup plus que celle qui est du Maroc. Mais là, que des gens viennent de l'Est pour traverser, donc ils sont passés, il y a 2 pays, il y a la Libye, bon, là on peut comprendre, il y a une instabilité, il y a une guerre, mais l'Algérie, qui sont passés par l'Algérie pour venir au Maroc. Et là, on comprend que cette migration, elle a été dirigée, cette migration clandestine, elle a été dirigée pour créer un autre problème pour le Maroc et bien sûr pour l'Espagne. Parce que là, vous voyez, la carte, elle est très claire. Alors, quand on vient du Soudan, du Tchad,
on comprend qu'il y a eu une porosité de frontières entre la Libye. Ça, c'est compréhensible. Ou des assurances sur le fait qu'ils allaient pouvoir passer. C'est pouvoir créer un problème pour le Maroc, pour montrer que le Maroc, si l'Espagne est en bon terme avec le Maroc, si l'Union européenne, et là je rappelle que la semaine dernière, il y a eu une réunion, et il y a eu un partenariat qui a été, c'est-à-dire déclaré entre l'Union européenne et le Maroc, c'est-à-dire... Il y avait la visite du ministre de l'Intérieur espagnol, de la chargée des Affaires intérieures européenne. C'est ce qu'on a appelé le partenariat rénové, stratégique rénové avec le Maroc pour la migration. Avec des menaces renouvelées, beaucoup de mafias qui sont en Libye, évidemment, en Algérie et ailleurs. Non, mais ce qui est nouveau, c'est ce trait rouge, parce que ça dénote... Malheureusement, on utilise des gens, c'est-à-dire pour écrire un destin, avec des complications pareilles. Voilà. Alors, continuons sur la question donc du Sahara. Alors, Ali Harichi, il y a un nombre croissant d'États européens qui ont changé cette année. Donc, nous avons parlé des Allemands, nous avons parlé des Espagnols, il y a eu aussi les 4 pays du groupe de Visegrad, Tchéquie, Slovaquie, Pologne et Hongrie. Il y a eu les Pays-Bas, il y a eu la Suisse, il y a eu un certain nombre de pays anciennement des Balkans. Mais on constate... si vous voulez, une stagnation ou un gel ou de la position française dans cette affaire. Il n'y a pas eu de mouvement, contrairement à pratiquement tout le monde. Ne parlons même pas des États-Unis, d'Israël qui soutient l'intégrité territoriale, mais là, il y a un silence assez particulier au niveau français. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Bon, si Hassan a parlé de 60 ans d'âge, tous les liens psychologiques qui liaient la France à l'Algérie pendant 132 ans font encore... Il faut le dire qu'il y a une préférence parfois pour l'Algérie par rapport aux autres pays du Maghreb. Pas seulement le Maroc, mais pour les autres pays. À titre d'exemple, quand je travaillais ma thèse sur les relations des pays maghrébins et la France après les indépendances, la préférence a été toujours pour l'Algérie dans le développement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de relations. Français. Maintenant on parle après l'indépendance. Donc cette position, et surtout en ce moment-là, il y a eu des élections en France. Donc il y a une grande communauté, si vous voulez, qui vient d'Algérie. Donc il y a aussi une communauté marocaine, franco-marocaine, qui votait. Mais il y a une grande communauté qui vient d'Algérie. Donc il y avait peut-être dans ce sens d'avoir des voix. Mais après les élections, mais c'est la position de la France, elle est toujours... Il soutient les Nations Unies. Il a défendu aussi la question du Maroc, il faut Absolument. le dire. Non, ils ont toujours été là au Conseil de sécurité. Au niveau du Conseil de sécurité, sauf que maintenant, c'est en train d'évoluer au niveau international. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une certaine frilosité. On parle d'intérêt. On parle d'intérêt des États et on parle surtout des dirigeants français quels sont les intérêts, quelles sont les affinités qu'ils ont. Parce que cette question a été peut-être même posée du temps on vient à la gauche de l'ancien. En 81, c'est-à-dire avec François Mitterrand, et on croyait qu'il allait vraiment, parce qu'il y avait des jeunes avec lui, qu'il allait vraiment virer vers l'Algérie, et il ne l'a pas fait. Il a pris une position de neutralité, il était même avec le Maroc à un certain moment. Et donc aujourd'hui, c'est la position des enjeux, surtout que, il y a l'enjeu gazier aussi. Il y a l'enjeu de la frontière de l'Algérie avec les pays, donc avec le Niger, avec le Mali, avec les intérêts de la France dans certains États. Donc tous ces intérêts-là rentrent en jeu, mais la France, il a aussi beaucoup d'intérêts avec le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, entre la France et le Maroc, on est dans le partenariat. Depuis 2003, on n'est plus dans la coopération où il y avait le plus fort, c'est-à-dire le centre et la périphérie, mais c'est un partenariat d'égal à égal. Et le Maroc défend ses positions. Je pense que la France va prendre, avec beaucoup de recul et de sagesse, la position onusienne qui est celle du Maroc. Alors, dernière question sur cet axe-là, Hassan Saoud. Encore une fois, en votre qualité d'expert en question de défense et de stratégie, il y a eu dernièrement les manœuvres conjointes à African Lion, avec, entre autres, les États-Unis. Et puis, il y a eu, lors de cette dernière conférence grande réunion de l'OTAN à Madrid, un rapprochement encore plus marqué avec le Maroc. Comment on peut expliquer ça? De quoi c'est le signe, si vous deviez le commenter? C'est un signe de confiance. Inutile de rappeler la réussite de cette édition de l'African Alliance sur tout le point de vue.
en termes d'opérationnalisation des troupes, en termes d'exercice de matériel, en termes de cohésion. Oui, il y a une petite phrase, excusez-moi, je vous coupe, il y a une petite phrase du général Townsend, qui est le patron américain de l'Africom, qui a dit que le degré de préparation des forces armées royales marocaines est du niveau de l'OTAN, répond aux critères de l'OTAN. Tout à fait. Ils ont des critères particuliers, ils ont des... Oui, parce que nous avons atteint un degré de multinationalité des opérations. Nous sommes dans l'OTAN, mais nous sommes un acteur important. Parce qu'on a la même doctrine, la même stratégie, et puis nous avons une compatibilité des moyens. Une interopérabilité, on appelle ça en termes militaires. C'est ce qui s'appelle l'interopérabilité. Donc on est installé dans... Et bientôt, je pense que ces opérations-là seront dupliquées au Sénégal et bientôt aussi au Ghana. Et donc c'est ça, sur ce qui a été dit à Madrid et qui coïncidait malheureusement avec ce problème de triste mémoire du franchissement de la zone du préside occupé. Je pense que l'OTAN a été clair, elle s'associe aux efforts du Maroc dans sa stratégie de lutte contre la migration, dans sa coopération avec l'Espagne et avec l'Europe, et dans toute la sincérité de cette coopération et avec ses contributions. Et donc, ils se solidarisent. Les États-Unis, l'OTAN, sont dans leur logique. Ouais, on rappelle que le Maroc est allié, comment on appelle ça, allié stratégique, non otanien. Non OTAN. C'est une qualité qui est décernée par le président des États-Unis. Absolument. C'est assez particulier comme spécificité à l'OTAN. Oui. C'est le président américain qui décide de ça. Ça a été fait en 2003 à l'époque de George Bush Jr. Donc nous y sommes inscrits à l'éternité. Vous savez que les manœuvres ont eu lieu malgré les contingences de la vie internationale. Oui, effectivement, il fallait relever ce point qui était important. Merci, messieurs, pour vos éclairages sur ce premier axe. On passe au deuxième. Alors, coup d'État répété, déclaré ou non dans la zone sahélo-saharienne, retrait de la France et de l'Europe, arrivée des Russes, levée des sanctions CEDEAO contre le Mali, et tout dernièrement, cette tension entre Bamako et Abidjan, ou Yamoussoukro. Alors, je reste avec vous, Hassan Saoud. Vous connaissez bien cette région. Il se passe quoi ? Même question va vous être posée à Al-Hajj d'ailleurs. Voilà un incident dont on aurait pu faire l'économie au moment où même la CEDEAO a quand même levé le blocus économique et financier sur le Mali. Et arrive évidemment cet incident qui a été interprété de part et d'autre de manière contradictoire. J'espère que les enquêtes qui seront faites seront déterminantes. Mais je pense que le Mali a une attitude dernièrement en ce qui concerne la mission des Nations Unies sur le Mali qui était un peu restrictive en termes de mouvement et tout ça. Ouais, on demande qu'ils aient l'autorisation de circuler sur le territoire. C'est quand même une mission onusienne. Et vient évidemment l'affaire des 49 que les Mali appellent mercenaires, mais qui, d'après les Nations Unies, ils sont quand même dans ce qui s'appelle l'élément national de soutien. Vous savez que la MINUSMA est multinationale. Et il y a des contributions africaines importantes et il y a des relèves. Et ces 49-là, ils étaient destinés à travailler avec ce qui s'appelle le Sahel Aviation Service, qui est un sous-traitant de l'ONU. Là, ils ont été arrêtés. Il y a une enquête, on les appelle mercenaires. Mais je pense que le fait que ça vienne après avoir quand même levé ce blocus me paraît qu'il y a du flou. Et j'estime qu'il y a un petit froid entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui doit être quand même aplani parce que beaucoup d'échanges. Et depuis que la levée... On y arrivera tout à l'heure sur le pourquoi de la levée de sanctions, parce que Sénégal et Côte d'Ivoire sont de gros fournisseurs et clients aussi du Mali. Parce que l'économie du Mali est exsangue en ce moment. Tout à fait, avec un pays enclavé qui n'a pas d'ouverture sur l'océan. Donc les marchandises passent par la Côte d'Ivoire et essentiellement le Sénégal. Al Hadissi,
Quelle est votre lecture de ce qui se passe dans cette région-là? Ça a brutalement chauffé encore il y a quelques mois, puis il y a quelques semaines, puis il y a quelques jours. Malheureusement, on parle de la fragilité sahélo-sahélienne et de cette région. Il y a plusieurs enjeux et plusieurs acteurs, que ce soit l'acteur étranger, que ce soit l'acteur local. Et les enjeux, plus le terrorisme. On a parlé des groupes terroristes et des séparatistes aussi. Donc la région du Mali a connu le séparatisme avec la Zawad, donc en 2012, qui était allié des terroristes du groupe Ansar-Din, et après le Mouja ou l'AQMI, toute cette nébuleuse. Donc il faut voir tout cela. Et cette région-là, on a parlé aussi de la migration, parce que ces réseaux qui utilisent donc la migration, la traite des personnes, les rats, tout cela, ils contrôlent cette région-là. Maintenant, ce qui se passe, le Mali, parce qu'il y avait deux interventions. L'intervention Serval, c'est-à-dire en 2013, de la France, et bien sûr celle de Berkane, qui s'est déplacée maintenant pour le Niger, puisqu'il y a les intérêts de la France quand même à préserver. Et il y a le MINUSMA. Donc il y a cette organisation, cette mission des Nations Unies au niveau de cette région. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux versions. Bon, on espère qu'ils vont arriver à une solution. Comme l'a dit c'est Hassan, les 49 militaires donc de la Côte d'Ivoire sont considérés comme appartenant à des forces de soutien, parce qu'il y a les forces plus les forces de soutien. Les Maliens, ils disent que cela n'aura pas été déclaré, donc j'espère qu'ils vont arriver à une solution, parce que cette région n'a pas besoin d'une autre problématique à l'intérieur des États. On a vu, il y a plusieurs coups d'État qui se sont passés. Il y a 4 coups d'État presque qui se sont passés. Le Mali a connu 2 coups d'État en 2020 et en 2021. Maintenant, quand on parle aussi donc des sanctions de la CEDEAO qui ont été levées, c'est tant mieux, parce que la CEDEAO, il a joué l'une des organisations régionales qui a joué un rôle très important au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO est une organisation économique, mais il a joué le rôle sécuritaire depuis les années 90, depuis le début de 30. C'est le propre de toutes les organisations régionales en Afrique, d'ailleurs. Non, c'est une organisation économique. C'est la plus importante. Ce n'est pas, parce qu'il y avait l'OUA. L'OUA qui est, c'est ce que c'était. L'OUA ne faisait pas son rôle de faire la sécurité, mais c'est une organisation économique qui va créer, clairement en 1990, parce qu'il y avait un problème au niveau du Libéria, du Sierra Leone, et c'était la contagion, ce qu'on appelle les COMOG. Donc pour le cessez-le-feu, une organisation qui va s'occuper de la sécurité de cette région-là. Donc ce sont des forces, c'est comme la MINUSMA ou autres, c'est des forces des Nations Unies qui viennent pour pallier à toutes les problématiques. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'une organisation économique, elle vit comment? C'est le marché. Il faut maintenir ce marché, parce que c'est 15 États qui ont créé en 1975 la CEDEAO, ils ont créé un marché commun. Et ce marché commun, s'il y a un problème dans un pays, ou s'il y a c'est-à-dire une belligérance entre 2 États, donc le marché, il va s'arrêter. Et c'est les intérêts de la population. Et c'est pour cela qu'il y a eu la levée des sanctions. Alors, les sanctions seulement économiques et financières, les sanctions contre les individus et contre ce qu'ils ont dit, la junte militaire, donc au niveau du Mali, ne vont être levées que s'ils assurent qu'il y a une transition démocratique. C'est-à-dire que les élections de 2024, les militaires ne se présentent pas à ces élections, et qu'ils assurent ce qu'on appelle la transition démocratique. Ils sont toujours suspendus. Le Mali est toujours suspendu de la CEDEAO en vertu de l'article 30 de l'acte constitutif qui interdit à tous ce qu'ils appellent les gouvernements institutionnels. C'est l'article 30. Il ne participe pas aux travaux. Pour la levée des sanctions. C'est seulement financière, effectivement financière. Parce qu'ils disent qu'il faut faire la transition démocratique. D'accord, mais je disais tout à l'heure que le Mali est un pays enclavé au niveau d'ouverture sur la mer, mais pas au niveau d'ouverture sur des pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Il y a 2 pays frontaliers importants du Mali, que sont l'Algérie et la Mauritanie, qui ne sont pas membres de la CEDEAO, et donc ça risque de réduire un peu l'impact et l'effet de ces sanctions. C'est peut-être pour ça aussi que ça a été levé, non? C'est pas très facile. Quand on a parlé de ces réseaux criminels qui contrôlent parfois dans cette région tous les passages, ce n'est pas aussi facile. Oui, c'est la vérité. Surtout, vous savez, ce découpage, c'est un découpage africain. Il y a 5 communautés économiques régionales, dont la CEDEAO.
en Afrique australe, en Afrique de l'Est, et puis le Grand Maghreb, qui ne fonctionne malheureusement pas. Mais c'est un découpage régional, économique, et évidemment, qui a un but d'intégration, comme disait Ali, intégration économique, évidemment politique, démocratique. Ce qui est arrivé avec le Mali, c'est une suspension, parce que dans tout l'acte constitutif, il n'y a que cet article 30 qui dit ceci. Il s'appelle suspension. Tous les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens inconstitutionnels ne sont pas admis à participer aux travaux de l'Union. C'est tout. Il n'y a pas de blocus, il n'y a rien. C'est la seule disposition qui existe. Et donc, je pense qu'on est revenu à cette application-là. Vous n'assistez pas aux travaux, mais on lève. Et c'est humanitaire aussi, parce que c'est la population. On fait des sanctions contre les dirigeants, mais pas contre les populations. Pas contre les populations. En général, les populations qui en pâtissent. Donc, je pense que c'est une question qu'il faut saluer. Et j'espère, en tout cas, que cette transition malienne prenne fin. Parce que le risque en Afrique, c'est que les Galonnais, une fois qu'ils sont dans les bureaux présidentiels, résistent à l'envie de ne pas changer de costume et d'aller dans la politique. Et le rôle de l'armée n'est pas d'être dans... Non, avec le Mali, on a une histoire positive de militaires qui se sont retirés en laissant le lointain prédécesseur de Assimi. J'espère qu'ils feront autant, ces jeunes. J'espère qu'ils laisseront la politique aux politiques et qu'ils aillent combattre le terrorisme et toute la criminalité transnationale. Ça reste quand même une affaire intérieure, parce que bon, la CEDEAO a dit qu'en 2024, les chefs du gouvernement militaire ne devront pas se présenter, etc. Ça reste une ingérence, parce que bon, il y a tellement d'autres pays où on a des généraux qui sont en costume civil et qui se présentent en C'est-à-dire, pour être membre de la CEDEAO, pour profiter et tirer intérêt de ce marché commun. Voilà. Oui. Parce que c'est venu après 2 coups d'État. Et il y a eu quand même 4 coups d'État au niveau de cette région-là pendant l'année passée. C'est qu'on appelait en Afrique anglophone. Oui. C'est fini, les coups d'État en Afrique anglophone. Dites-moi, ça fait très longtemps. Oui, mais alors justement, vous me conduisez... Autant il y a la contagion de la transition démocratique, et autant il y a la contagion de ces phénomènes de coups d'État. C'est vrai qu'au niveau des coups d'État en zone ex-anglophone, en zone anglophone, puisqu'ils parlent anglais, il y en a moins. Alors justement, ça me conduit à vous poser cette question, Hassan Saoud. Est-ce que dans ces pays-là qui ont connu des coups d'État, que ce soit le Burkina, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit la Guinée, Conakry, que ce soit le Mali, est-ce que c'est pas la précarité finalement dans laquelle vive la population et l'insécurité que subit la population qui ont donné lieu à ces coups d'État? Parce qu'on remarque que les militaires sont acclamés par les populations, contrairement à ce qu'on peut dire dans les médias occidentaux, mais ils sont acclamés quelque part. C'est vrai, parce qu'il y a un cumul, il y a un déficit de gouvernance globale. Vous savez, les indépendances et tout ça, il y a eu quand même beaucoup de problèmes de gouvernance, et puis ça se répercute sur les populations en termes de justice sociale, de justice spatiale, de redistribution des richesses, et puis évidemment d'une malgouvernance. Et là, on a une gente jeune qui a fait un coup d'État qui est quand même condamnable, mais qui, paradoxalement, sont soutenus par la population, il faut le dire. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent s'arroger le droit de pérenniser la transition. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on revienne à la normale. D'accord. Alors, Ali El-Harichi, revenons donc sur cette question du Sahel. Comme disait Hassan tout à l'heure, pas la peine de regarder une carte, on la connaît. Vous avez au nord du Sahel 2 grands pays que sont l'Algérie et la Libye. Le Maroc n'est pas directement frontalier avec le Mali et la Tunisie non plus. Et c'est donc cette zone sahélienne qui a cette frontière avec ces 2 grands pays. La Libye, on connaît la situation qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, une immense instabilité institutionnelle. Au niveau algérien, une immense opacité institutionnelle. Est-ce que vous ne pensez pas que avoir ces voisins et donc ce climat d'insécurité pourrait favoriser quelque part encore plus de précarité, encore plus de tension? Tout à l'heure, on en parlait quand on parlait du premier axe, que ça peut être un facteur d'instabilité dans la région. Oui, l'instabilité, il va dans les 2 sens. D'abord, c'est vrai que c'est une zone qui connaissait une certaine crise socio-économique. Ce sont des pays donc en voie de développement, et dans les 2 sens.
On a parlé du mouvement salafiste, le GSPC, donc le groupe salafiste du djihad, qui va descendre de l'Algérie, qui va créer l'AQMI et tout cela. Donc, toute cette nébuleuse, voilà, ça descend de ce côté, c'est-à-dire de l'Algérie. Et puis de la Libye, après la chute du général Al-Kadhafi, il y a tous les mercenaires qui étaient là, qui reviennent avec des armes lourdes et qui vont créer. Donc, parce qu'il y avait deux types les laïcs qui formaient le mouvement national de la libération de l'Azawad, qui vont se fusionner avec les islamistes Ansar-Din et qui vont proclamer un 6 avril de 2012 l'Azawad comme étant un État indépendant. Mais ils reviennent avec des armes lourdes. Ils trouvent une région fragilisée parce que la région du nord du Mali ou du Niger, ce sont des régions très pauvres. Alors justement, il nous reste quelques secondes. Je voulais vous poser la question sur les routes migratoires, justement. Est-ce que ces deux voisins qui sont au nord, la Libye, on connaît, il y a la route centrale de la migration, Hassan Saoud en parlait tout à l'heure, et maintenant, on voit que ça commence à passer par l'Algérie. Est-ce qu'il n'y aura pas un changement de route migratoire? Le problème, c'est qu'il faut que les États contrôlent et l'armée réellement contrôle leurs frontières et ce qui se passe dedans, et que ce ne soit pas des réseaux criminels qui sont laissés là à agir, à faire la loi, qui font leur loi, parce qu'ils font leur loi, parce qu'ils utilisent beaucoup de choses, non seulement la migration, j'ai parlé de la traite des personnes, des êtres humains, dans le cas de la migration, les armes, toutes les contrebandes qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, il faut aider ces pays-là à une stabilité, à contrôler ce qui se passe chez eux pour éviter une migration. En fait, ce n'est pas une migration qui peut faire mal à tout le monde. D'accord. Très rapidement. Le risque de cette immigration-là, et on l'a vu dans d'autres territoires, que le terrorisme s'y infiltre. Et on a vu dans les Balkans, on a vu tous ceux qui sont venus en Europe, ils sont venus par les filières migratoires. Il faut faire attention. Par rapport à cet itinéraire-là, il faut que chacun surveille ses frontières parce que... Je crois qu'il y a une prise de conscience aussi internationale à ce sujet-là. Messieurs, merci pour vos éclairages. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.